Alors, nous l'annoncions en introduction et il nous suit depuis le début. On le voit depuis cette troisième table ronde. Jean-Marie Marx, ancien haut-commissaire aux compétences et administrateur de l'ANSA, nous a fait l'honneur d'être le grand témoin de cet après-midi. Alors, je lui laisse tout de suite nous partager à la fois ses réactions sur les enseignements qu'il tire, qu'il retient de ces échanges, et puis peut-être nous projeter dans demain, pourquoi et comment poursuivre ces dynamiques d'innovation et d'essaimage. Bien, merci beaucoup. D'abord, j'étais très heureux d'être avec vous cet après-midi, très intéressé aussi par tout ce qui a pu se dire, avec des expériences multiples, qui sont tout à fait riches d'enseignements. Donc, vraiment, merci au titre de l'ANSA, puisque vous évoquez le fait que je suis ancien haut-commissaire, mais je suis aussi engagé à l'ANSA depuis effectivement quasiment ses débuts. Et bien évidemment, cette journée me rappelait le lancement de l'AIS il y a 7-8 ans. C'était un moment effectivement important. On peut mesurer aussi toutes ces dernières années, le chemin qui a été parcouru dans ce domaine de l'innovation sociale qui est particulièrement donc, important. Je crois qu'effectivement, voilà, il y a eu plusieurs étapes, hein, vous le savez, notamment la stratégie de pauvreté, le plan d'investissement en compétences, et puis même précédemment d'ailleurs, qui ont fortement, je crois, marqué ce que vous avez pu faire, ce que vous avez fait en matière d'innovation sociale. J'ai toujours, pour ma part, considéré depuis longtemps, dans mes différentes fonctions, que l'innovation sociale était absolument essentielle dans les politiques publiques menées. Et cela avait des conséquences dans la manière, effectivement, de mener ces politiques publiques, et notamment au travers de la confiance qui était faite aux acteurs. Et je crois qu'on en a eu la démonstration vraiment tout cet après-midi, par la diversité finalement des approches, par la diversité des réponses apportées, par les apprentissages aussi qui ont été réalisés. Et ce n'est sans doute pas en ne faisant que des appels d'offres avec des cahiers des charges extrêmement précis qu'on arrive à bien caler aux besoins des territoires, aux besoins aussi des publics que l'on accompagne. Mais c'est bien en faisant effectivement confiance aux acteurs locaux. Voilà. Et c'est, Maëlys Dupont le rappelait, c'est vraiment un des ADN qu'on a eu au moment du lancement du plan d'investissement compétences, au travers notamment de la politique d'appel à projet. Alors ce n'était pas tout le pic, hein, parce qu'on ne peut pas tout raisonner toutes les politiques publiques par des appels à projet ou des appels à manifestation d'intérêt. Ce serait trop compliqué et puis il n'y a pas toujours une plus-value. Mais par contre, effectivement, c'est essentiel pour, j'allais dire, réfléchir des politiques publiques. En tout cas, si on n'est que dans des process d'appel d'offres, on ne se renouvelle pas. C'est compliqué, en tout cas, de se renouveler, il faut plus de temps, etc. Et là, le pari que nous avions fait, c'était à la fois de faire confiance aux acteurs, et là, c'est un pari, hein, Maëlys parlait de risque. Bon, c'est peut-être un peu exagéré le risque, mais en tout cas, la confiance aux différents acteurs n'est pas toujours innée dans la sphère publique, que ce soit d'ailleurs au plan national ou que ce soit effectivement au plan local, hein, dans les collectivités locales. Et donc, voilà, il faut faire confiance, il faut avoir cette marge d'initiative qui est absolument essentielle, puisque malgré tous les efforts qu'on peut faire, on ne peut pas tout anticiper dans le cadre effectivement de ces cahiers des charges. Et puis, effectivement, on apprend beaucoup effectivement de ces actions et de ces expérimentations. Je crois qu'il est logique dans les politiques publiques qu'il y ait un 5%, 10% des crédits qui soient consacrés réellement à de l'innovation et qui, finalement, cette innovation va permettre de repérer des pépites intéressantes qui peuvent ensuite influencer, je crois, la manière de faire dans les différentes politiques publiques qui sont menées. Donc, c'était un changement, je crois que vous pouvez le mesurer aussi, on peut le mesurer ensemble. C'est un changement aussi, et je crois que le responsable de TAPA, je crois, l'a évoqué, il y a des changements de posture aussi de l'État au cours de ces dernières années
qu'il est intéressant de noter au passage. Puis je crois que l'ANCT aussi, l'intervenante de l'ANCT l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a vraiment eu des changements de posture importants et qu'il faut considérer aujourd'hui comme un des acquis de toute cette phase d'expérimentation et d'innovation qui n'est pas terminée puisqu'elle est toujours en cours et que l'innovation est la vocation à se poursuivre, j'allais dire, un peu dans la durée. Et que bien évidemment, avec l'innovation, eh bien, on en vient à l'évaluation, à l'essaimage. Donc, d'où le thème, effectivement, de la journée, enfin de la demi-journée d'aujourd'hui. Et je voudrais, pour ma part, je ne vais pas être trop long, mais peut-être simplement repérer peut-être quelques éléments qu'on peut retenir de cet après-midi. Moi, d'abord, ce qui est frappant, et je crois que plusieurs l'ont noté, c'est la diversité finalement des réponses qui ont été apportées, soit à des publics, soit à des territoires. Et ça, je crois que c'est effectivement extrêmement important. Au public, on n'apporte pas, bien évidemment, les mêmes réponses lorsqu'on s'agit de personnes précaires, désocialisées, en difficulté, lorsqu'il s'agit de détenus ou tout simplement lorsqu'il s'agit de chômeurs de longue durée. Voilà, il s'agit d'avoir des réponses à chaque fois adaptées, innovantes, c'est vrai, avec des modalités d'intervention qui peuvent varier même sur les mêmes publics, et c'est ça qui est intéressant finalement. Je ne vais pas les citer, mais vous reconnaîtrez beaucoup d'opérations, beaucoup de témoignages ont pu être cités cet après-midi. Diversité aussi, et puis bien évidemment territoire zéro chômeur, qui est une autre manière aussi de poser ce type de problème. Également une diversité de réponses en fonction des territoires. Je crois qu'une des leçons qu'on peut tirer, c'est que bien évidemment, ces actions méritent non pas d'être posées dans des territoires, mais d'être vraiment imbriquées, intégrées dans les actions qui sont menées au niveau des territoires avec l'ensemble des acteurs qui ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Et il s'agit bien évidemment d'obtenir un peu quelque part les engagements et la motivation de l'ensemble des acteurs sur ces territoires. Ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important à noter. La deuxième idée, c'est que beaucoup de ces actions, dans le cadre de l'essaimage, nécessitent un accompagnement, enfin nécessitent tout d'abord, et ça a été dit, un engagement des équipes, alors peu importe la manière dont on repère finalement ces innovations. On a entendu plusieurs témoignages un petit peu différents sur la manière de repérer ou de mobiliser ces acteurs locaux, mais à chaque fois, une des constantes, c'est qu'il faut accompagner. Alors des fois, ça part d'une action locale, on l'a vu en Occitanie, par exemple, et puis effectivement, on diffuse et ça devient effectivement une action nationale. Des fois, ce sont des initiatives effectivement nationales. Mais dans tous les cas, je crois qu'il est important de dégager un peu des moyens d'accompagnement. Alors, vous avez évoqué le coût de cet accompagnement, de cette ingénierie qu'il faut. C'est vrai qu'il y a deux démarches possibles. Soit un, c'est les réseaux qui se dégagent un peu des marges d'initiative, des marges de manœuvre, ou effectivement les politiques publiques qui l'accompagnent. Et bien évidemment, c'est important. De toute façon, je pense qu'il est important pour l'innovation d'avoir de la durée, d'avoir un engagement dans la durée. C'est un des points importants à la fois dans la stratégie pauvreté et dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, dans les appels à projets, d'avoir cette durée, du pluriannuel, et non pas tous les ans revenir à reproposer donc des projets. Cet engagement pluriannuel me semble effectivement essentiel. Sinon, c'est difficile de mener de l'innovation si on n'a pas un minimum de lisibilité donc, dans la durée. Donc, les réseaux qui sont importants, soit des réseaux associatifs, soit effectivement des réseaux plus structurés avec Pôle emploi, par exemple. Troisième idée, quand même importante également, c'est tout ce qui concerne les partenariats. Bon, je ne développe pas, bien évidemment, il y a l'État dans toutes ses composantes en fonction de la nature des projets, les collectivités locales, que ce soit les départements, les régions ou les municipalités ou les intercos, que ce soit aussi des acteurs
associatifs, donc organisés donc, au plan local et au niveau national. Et puis bien évidemment, donc, Pôle emploi. Ces partenariats sont effectivement importants dans ces phases, notamment donc, d'essaimage. Peut-être quelques autres éléments que j'ai notés au passage et que j'ai bien aimé. On parlait, je crois que c'est la personne je crois que c'est Rachel de la DGFP qui disait effectivement essaimer, ce n'est pas reproduire. Une autre personne disait c'est faire greffe. Ça aussi, ça me semble important plutôt que d'imposer, de coller effectivement au territoire. Ça me paraît particulièrement révélateur des démarches de cet après-midi. La deuxième idée que je retiens aussi, c'est qu'il faut du temps pour l'essaimage. Et voilà, je me méfie toujours lorsqu'on a repéré une belle idée et puis du jour au lendemain, ça y est, on développe partout, là, et des fois trop vite d'ailleurs. Et il faut garder un peu les conditions qui ont fait que finalement l'innovation de base a réussi. Et l'innovation de base, elle a réussi parce qu'il y avait un certain nombre de conditions pour cette réussite. Et il faut essayer de préserver ce type de démarche. Donc, il faut du temps pour essaimer. La durée me semble particulièrement importante pour pouvoir en tirer les leçons, pour pouvoir accompagner dans la durée, améliorer aussi la démarche. Voilà. Et puis finalement, se donner aussi les garanties d'une innovation en continu. Cela a été dit. Ce n'est pas parce qu'on a réussi une innovation à un moment donné qu'en essaimant, on va forcément réussir. Donc, voilà, il faut continuer à innover donc, dans la durée, continuer à améliorer les différentes choses, d'où l'importance de la capitalisation. Maëlys l'a évoqué, de tout ce qu'on peut en tirer. On tire des leçons des expérimentations. Et on tire d'autant plus facilement des leçons. Là, je parle en tant que, par exemple, si je me positionne en tant qu'acteur public, qu'on est impliqué dans le suivi des actions. Et je crois que c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'appel à projet, notamment sur l'inclusion, 100% inclusion, où effectivement, les différents acteurs impliqués ont fait part aussi de leurs difficultés. Et il y en a beaucoup qui ont été évoqués cet après-midi. Il y a des difficultés, et donc c'est aussi, j'allais dire, aux commanditaires, aux financeurs, d'apprendre et de tenir compte des difficultés qui ont pu être rencontrées. Troisième idée, c'est le parcours global, le parcours tout en un. Vous évoquiez les silos, les différentes politiques publiques, chacun dans son tuyau d'orgue, si je puis dire. Oui, ça reste une constante, malheureusement. On a pu entendre cet après-midi des évolutions. Je pense que dans le PIC, on a essayé de transcender des silos, notamment en finançant au titre du plan d'investissement compétences des actions qui pouvaient concerner le logement, le repérage, l'accompagnement, enfin même des problématiques de santé. Et ça me semble effectivement capital, en tout cas un peu plus raisonné. Je ne sais plus qui se disait et qui le disait, je crois que c'est la personne de tapage. On séquençait effectivement les parcours et à chaque fois, il y avait un financeur différent en fonction des différentes étapes. Et ça, je crois que finalement, ça limite la réussite du projet. Et alors que des fois, en engageant les actions en même temps, on a un effet levier qui permet d'avancer finalement mieux si on se place du point de vue de la personne. Des fois, des problématiques de santé se résolvent ou d'addiction se résolvent parce qu'on a réglé un problème de logement ou parce qu'on a réglé un problème de travail. En tout cas, ce n'est pas en séquençant de trop. Ce qu'on a souvent fait par le passé depuis longtemps dans les politiques sociales, on a cru qu'effectivement, il fallait d'abord régler les problèmes sociaux avant d'engager effectivement une démarche de retour à une activité. Voilà donc quelques idées pour la suite. Donc, je crois que pour conclure, l'innovation, bien évidemment, doit s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à un moment donné qu'il ne faut pas continuer. Vraiment, je crois que c'est extrêmement important dans les politiques publiques de se garder ces marges de manœuvre. Voilà, ça fait réfléchir, ça fait avancer, ça fait penser, et que bien évidemment ensuite les bonnes idées, les bonnes pratiques, on peut les intégrer dans les appels d'offres plus classiques.
parce qu'effectivement, c'est engageant, les appels d'offres, ça prend du temps à la fois aux acteurs, ça prend du temps dans le traitement effectivement des différents projets, et on ne peut pas le faire sur tout type de projet, mais effectivement, c'est extrêmement important pour finalement influencer donc, les politiques publiques. Et puis, bien évidemment, on est tous ici convaincus du fait que nul n'est inemployable. C'est un point bien évidemment essentiel et on l'a vu encore aujourd'hui. Nul n'est inemployable et j'allais dire, pour faire écho un peu au contexte particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec une partie de la population qui reste en situation extrêmement délicate et difficile, et auquel je crois qu'il faut continuer à faire attention, j'allais dire encore un peu plus aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des perspectives d'emploi, des perspectives d'insertion qui existent, et donc l'effort n'est pas vain, l'effort d'inclusion n'est pas vain, et donc de ce point de vue-là, il y a aussi des potentialités, je pense, dans les années qui viennent, pour faire cet effort effectivement donc d'inclusion, et pour pousser ce type d'initiative dans les années qui viennent. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en conclusion, en vous remerciant de vos interventions, de vos témoignages qui ont été extrêmement intéressants. Donc voilà, remercier également donc les Lanza, Michel Pasteur, Nelly et Maxime qui ont animé cet après-midi. Donc voilà, merci à vous et j'espère à bientôt, même si je crois aujourd'hui, et ce sera mon mot de la fin, voilà, c'est aussi un peu un moment un peu charnière pour l'ANSA et pour l'AIS, puisque l'ANSA est engagée effectivement sur l'AIS depuis maintenant un certain nombre d'années. Et aussi, la thématique d'aujourd'hui, c'était l'essaimage, et ça boucle bien effectivement une série d'actions qui ont pu être menées tout au long de ces dernières années. Voilà, merci à vous pour vos contributions. Merci à vous, surtout, Jean-Marie Marc, pour cette belle synthèse et il me semble cet appel à maintenir, poursuivre des dynamiques d'innovation, d'essaimage, de s'en donner les moyens financiers, mais aussi dans le temps de la mise en œuvre, le temps de l'itération, le temps de l'évaluation, de la capitalisation, de l'erreur et du réajustement. Merci à tous nos intervenants d'avoir partagé leurs expériences, leurs difficultés aussi et parfois échecs. C'est aussi comme ça qu'on avance. Et puis, merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis cet après-midi. Et puis, pour finir, un grand merci, vous les voyez, à toute l'équipe ANSA.